Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur le gaspillage alimentaire, comment faire converger les attentes des consommateurs et des distributeurs. Merci Mike. Nous sommes en présence donc de Mike, fondateur du réseau d'experts I Love Retail, de Paul Adrien, CEO de Smartway, et de Magid, adhérent Intermarché Express de Nantes. Bienvenue à vous et bonjour. Bonjour. Je vais dans un premier temps vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Donc, l'onglet chat est à utiliser pour vous saluer, tout comme je vais le faire maintenant. Pour nous remonter un problème technique éventuel, donc vous n'entendez pas le son, vous n'avez pas de retour vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour que je puisse pallier au problème le plus rapidement possible. Et vous avez ensuite l'onglet questions. Donc, dans l'onglet questions, vous êtes invité à envoyer l'ensemble des questions que vous avez en tête tout au long de la présentation qui se déroulera et on y répondra donc à la fin de la session. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser cet onglet pour qu'on puisse avoir le meilleur suivi possible. Je vais maintenant vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital avant de vous laisser la parole, à nos différents experts. Donc, Cap Digital est un collectif de 15 ans d'ancienneté maintenant, représenté par plus de 1000 structures adhérentes, dont 850 PME start-up, 70 grands groupes, 70 écoles et 10 fonds d'investissement. Nous avons eu l'occasion et la chance de pouvoir organiser l'année dernière, en 2020, plus de 110 événements ayant regroupé 15 000 participants. Notre équipe est composée de 160 experts et de 40 collaborateurs en tant qu'équipe permanente. Donc, sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de solliciter l'ensemble de cette équipe, que ce soit les collaborateurs de l'équipe permanente ou des différents experts, soit pour un conseil en communication ou un accompagnement pour vos projets R&D ou pour des levées de fonds. L'ensemble de nos experts sont à votre disposition. Si vous n'êtes pas adhérent à Cap Digital, je vous invite à consulter notre page que je vais vous mettre dans le chat juste après, notre page adhésion pour vous renseigner sur les différents… pourquoi adhérer, toute la valeur ajoutée d'adhérer à Cap Digital. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Mike. Merci beaucoup. Les chiffres clés donc de Cap Digital concernant la recherche et développement. 3136 projets de R&D ont été reçus depuis 2006, dont 1719 projets ont été labellisés et dont 870 projets ont été financés. À propos de l'accélération, 571 millions d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 80% viennent au service d'accélération et de recherche et développement. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises du French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. À propos de la transformation numérique, plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up et grands comptes ont été menées en 2020 via nos différents programmes et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Pour l'Europe, et après j'en aurai terminé et je céderai la parole à Mike. Pour l'Europe, 42 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur la seule année 2020 et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Je laisse donc la parole à Mike, Paul Adrien et Magid. Merci. Merci Nadège, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux d'animer ce webinaire une fois de plus avec Cap Digital pour vous aujourd'hui. Alors voilà comment la présentation va se passer. On va vous présenter en détail les résultats de l'étude qu'on a réalisée avec OpinionWay pour l'entreprise Smartway. Smartway, Paul Adrien nous en dira quelques mots tout à l'heure, mais c'est une entreprise engagée depuis 2012 qui a créé le premier Food Waste Management System, c'est-à-dire une plateforme qui est dont l'objet est d'optimiser le parcours des produits alimentaires en fin de vie en augmentant considérablement la valorisation pour les distributeurs. Et on a la chance d'avoir un utilisateur, Magid, donc l'Intermarché de Nantes, qui nous donnera son retour d'expérience à la suite de la présentation de ces chiffres. Alors, sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif. C'est une étude qui a été réalisée donc avec OpinionWay, donc selon les méthodes extrêmement classiques, d'échantillons de 1015 personnes représentatives, etc. Je passe ça, vous les aurez, vous avez l'ensemble des profils qui sont là. Et donc, c'est une étude qu'on a libérée tout récemment, au mois de mai 2021. Et on va aujourd'hui regarder ces résultats
sous 3 parties. D'abord, l'expérience personnelle que les Français ont avec le gaspillage alimentaire, le rapport qu'ils ont aux dates limites de consommation et la lutte contre le gaspillage alimentaire pour chacun des acteurs concernés. À la fin de chacune de ces parties, je ferai réagir nos intervenants pour qu'ils puissent nous apporter leur vision, soit d'experts, soit de distributeurs utilisateurs. Alors, sans plus attendre, l'expérience personnelle du gaspillage alimentaire pour les Français. Les Français sont 94% à nous dire qu'ils font attention, assez ou très attention au gaspillage alimentaire. C'est quelque chose qui est devenu très fort, encore un peu plus fort chez les 50-64 ans, ça monte à 97, légèrement moins fort, 88% chez les 25-44 ans, mais c'est quand même une préoccupation qui est devenue majeure. Pourtant, les Français jettent. Quand on leur demande sur différentes familles de produits que vous avez ici, eh bien, un quart des Français, 26%, jettent au moins 5 types de produits tous les mois. Un Français sur 2 jette au moins un type de produit tous les mois. Il n'y a que 20% qui pensent ne jamais jeter de produits. Et ce qu'il faut noter, c'est que les jeunes, les 18 à 24 ans, jettent à peu près 2 à 3 fois plus que les 65 ans et plus. Alors, les produits les plus jetés, c'est logique. Le pain, c'est une durée de vie assez courte, les fruits, les légumes, des plats non terminés. Et puis ensuite, on descend les produits laitiers pour des questions de date de consommation, les produits emballés. Et puis tout en bas de tableau, on a les produits qui se conservent beaucoup mieux, comme les boissons alcoolisées, les produits en conserve, etc. Quelles sont les raisons pour lesquelles les Français pensent jeter un produit? Eh bien, étonnamment, la première raison, c'est un groupe de raisons qui est lié à l'apparence. 46% des Français jettent un produit parce qu'il a un mauvais goût ou une mauvaise odeur. Et 35% parce que le produit est abîmé ou l'aspect lui inspire pas confiance, ou 5% parce que l'emballage est abîmé. Ensuite, on a un petit tiers des Français, 32%, qui nous dit qu'ils jettent des produits par rapport à la date de péremption, soit parce qu'elle est dépassée à 29%, soit même pour 4% d'entre eux, parce qu'elle est proche. Et enfin, il y a aussi des raisons qui sont liées à un manque de prévoyance. Donc, ils cuisinent en trop grande quantité, il y a des restes pour 13%. Le produit a été acheté en trop grande quantité. Ils prennent trop peu de repas à domicile. Paul-Adrien, toi qui étudies ces sujets depuis bientôt 10 ans maintenant, qu'est-ce que ces réponses comment ces réponses ont résonné chez toi? Oui, merci Mike. Alors nous, on n'a pas été très étonnés par le fait que la logique de date arrive au second plan. D'ailleurs, on le reverra dans la deuxième partie, il y a des réponses très intéressantes autour de la prise de conscience de ce que c'est qu'une DLC. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on revient à des méthodes plus simples, les méthodes de nos grands-parents. Quand on a un doute sur un paquet de yaourt, plutôt que de simplement lire la date, et ben on l'ouvre, on sent, on goûte, et on voit si c'est quelque chose qui est consommable ou pas, en se faisant confiance à soi. Donc, on est plutôt sur la partie apparence. Mais voilà, peu d'étonnement sur le fait que la DLC soit pas la raison principale aujourd'hui sur le fait de jeter un produit alimentaire. Alors, ensuite, on a demandé aux Français quel était leur état d'esprit quand ils jetaient. Et en fait, ils ressentent pour 47%, donc quasiment un Français sur 2, de la culpabilité, pour 43% de la colère. Ils se sentent désorganisés à 14%, étourdis ou ridicules. Seulement un petit pourcentage pense que c'est par prudence ou ressent carrément de l'indifférence pour 11%. Donc il y a un sentiment de culpabilité très fort. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ensuite on leur a demandé comment ils se situaient. Et alors là, c'est très drôle, parce qu'on a 80% des Français qui pensent gaspiller moins que le reste des Français. Ce qui est paradoxe, hein, parce que vraiment, ça peut être que 50%. Et quand on leur demande combien ils pensent jeter en moyenne en valeur pour leur foyer, les Français pensent qu'eux-mêmes, ils jettent en moyenne 15 € par mois, mais que le reste des Français jettent 45 € en moyenne par mois. Et ce qui est très rigolo, c'est que la moyenne nationale estimée est en plein milieu à 33%. Donc il y a une certaine cohérence dans les chiffres avancés, mais c'est plus les autres que moi. Moi, je suis plus vertueux. Sur cette partie-là, on avait envie d'avoir le retour de Majid. Majid, donc, vous êtes propriétaire d'un Intermarché à Nantes, vous êtes pionnier sur cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce qu'on voulait savoir à l'aune de cette première partie de résultats, c'est comment vous, en magasin, vous avez ressenti ce comportement des consommateurs, cette relation au gaspillage. Est-ce que vous avez senti une évolution? Oui, tout à fait. On se rendait compte depuis une dizaine d'années que les gens faisaient plus attention, nous observaient un petit peu plus sur notre lieu de travail, sur justement nos gestes et postures sur ce genre de produits. Est-ce qu'on retirait des produits
qui pouvaient être consommables. Donc, ils posent des questions, ils nous disent qu'est-ce que vous allez en faire, pourquoi vous les retirez. Et on se rend compte qu'ils sont quand même beaucoup plus curieux et à cheval là-dessus. Depuis, moi, je dirais une petite dizaine d'années, ça fait à peu près 20 ans que je travaille en grande distribution et je dirais que ça fait une petite dizaine d'années qu'on voit une grosse différence. Donc, en 20 ans, vous avez vu toutes les évolutions, des poubelles pleines parce qu'on jetait tout, aux réglementations, et ensuite une modification du comportement des consommateurs. Ouais, on jetait tout parce que déjà, il n'y a pas la prise de conscience, il n'y avait pas les solutions d'aide à la revalorisation et il y avait beaucoup moins d'associations. On avait à l'époque que le Resto du Cœur qui existait, donc il ne pouvait pas être partout. Bien sûr. Paul Adrien, toi, sur cette évolution, parce que je disais, ça fait une bonne dizaine d'années que tu es dans ce secteur. Mais nous, pareil, on voit les choses. Alors moi, j'étais assez étonné par rapport aux chiffres des 18-24 ans, parce que c'est pile poil l'âge que j'avais quand j'ai décidé de lancer l'entreprise. Donc, de voir qu'on gaspillait à cette époque-là, en tout cas aujourd'hui 2 à 3 fois plus que le reste des Français, ça me fait un petit peu hérisser les poils. Mais ouais, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience qui est beaucoup accompagnée par les pouvoirs publics depuis 2014. Beaucoup de sensibilisation aux consommateurs. Le fait d'aider le consommateur à comprendre ce que c'est qu'une DLC, ce que c'est qu'une DDM, de comprendre qu'il est acteur dans l'anti-gaspillage alimentaire, qu'il n'est pas que la grande distribution, c'est pas que la production, c'est aussi nous, et on le reverra un peu plus tard. Et ouais, vraie prise de conscience, très notée, très marquée depuis 2014. Avant, on parlait peu de gaspillage alimentaire avec des distributeurs, mais beaucoup d'économies réalisées, économiques. Aujourd'hui, on parle des deux, et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. Très bien. Alors, sur la deuxième partie de cette étude, on a voulu demander aux Français quel était leur rapport à ce qu'on appelle la DLC, la date limite de consommation. Et on leur a posé tout un tas de questions comportementales sur leurs habitudes. Encore une fois, des enseignements extrêmement intéressants. On s'aperçoit que 88% des Français, c'est massif, disent aujourd'hui savoir ce que signifie la date inscrite selon chaque type de produit alimentaire. 87% disent qu'ils connaissent bien la signification des dates indiquées. Pour 85%, donc c'est encore massif, ils connaissent la différence entre une date limite de consommation, une DLC, une date de durabilité minimale, la DDM qu'on appelait avant DLUO. Donc 85% aussi, ils nous disent qu'il leur arrive de consommer des produits après la date limite de consommation. Pour 82%, qu'il leur arrive de prendre des produits à l'arrière des rayons pour avoir une date de péremption plus longue. Et là, ils ne connectent pas forcément avec le fait que ça participe à plus de gaspillage. 82% des Français disent, et on y reviendra, toujours regarder la date avant d'acheter un produit. Pour 75%, donc les 3/4, ils choisissent généralement des fruits et légumes plus jolis ou qui leur paraissent moins abîmés. Pour 3/4 aussi, ils préfèrent les magasins dont les rayons sont toujours bien garnis, dans lesquels il n'y a pas de produits en rupture. Donc là aussi, ça participe un peu plus de gaspillage. 72% dit programmer ses repas en fonction de la date de péremption des aliments qu'ils achètent. 70% qu'il leur arrive de choisir un produit dont la date de péremption est éloignée, même s'ils ont prévu de consommer le jour même. 54% seulement disent respecter toujours les dates inscrites sur les produits alimentaires. On voit qu'ils s'accordent une certaine marge de manœuvre, et on l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'odeur, à l'apparence, etc. Et donc, on a vu tout à l'heure que 84% regardaient systématiquement la date avant l'achat. Et pourtant, il est arrivé à un Français sur deux, à 52%, d'acheter un produit dont la date de consommation était dépassée sans s'en apercevoir, et s'en apercevoir à la maison, parce que l'erreur est humaine, parce qu'on pense voir et qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est un élément de frustration extrêmement important dans le parcours d'achat. 2 items qui sont cette fois minoritaires. Un tiers des Français nous dit qu'au lieu de jeter, il leur arrive de temps en temps de donner à des nécessiteux. Et seulement 18% qu'il leur arrive de jeter des produits avant la date de consommation. Paul Adrien, ça te fait réagir? Quand je vois ce dernier chiffre, oui, je vois que, alors à la fois c'est beaucoup, 18%, mais je suis sûr que si on regardait les choses dans le rétroviseur il y a 10 ans, ce ne serait pas la même. 18% de personnes à qui il arrive de jeter des produits avant la DLC. Quand on voit toutes les raisons d'un emballage abîmé, d'une rupture de la chaîne du froid, de plein de raisons qui rentrent dans cette catégorie-là, je trouve que c'est un joli chiffre. Et si tu peux revenir, Mike, à la slide précédente, s'il te plaît. Moi, je voudrais revenir sur le haut du panier. Ce qu'on voit vraiment sur l'item numéro 1, 2, 3, 6, c'est que vraiment les Français ont compris la différence entre une DLC et une DDM et font leurs courses en fonction. C'était pas le cas il y a peu de temps, surtout avec le changement, on passe de DLUO à DDM qui a pu brouiller un peu les pistes, mais ça a été accompagné de beaucoup de communication, de beaucoup de sensibilisation
qui fait qu'aujourd'hui, les consommateurs vraiment se sentent bien, et suffisamment bien d'ailleurs, et ça recoupe avec la partie précédente. L'item numéro 4, il vous arrive de consommer des produits après la date limite de consommation. On en revient, c'est devenu pour 85% des Français normal de le faire, en prise de conscience quand même de l'aspect odeur et puis goût des aliments. Donc, oui, très, très satisfait de voir que la communication marche bien. Alors justement, en suivant, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils préféraient. Et 50% des Français, 1 sur 2 nous dit « Je préfère acheter un produit avec une date de péremption éloignée pour éviter d'avoir à le jeter rapidement. » C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en achetant une date plus éloignée, en allant la chercher à l'arrière des rayons en regardant, ils vont moins jeter. Et donc, il y a plus de chances, il y a moins de chances qu'ils jettent. Ceci étant, ça participe au gaspillage. Puisqu'en faisant ça, mais il reste, on va réagir juste après, mais des produits à date plus courte dans les rayons. 32% nous dit « Moi, je préfère acheter un produit avec une date de péremption proche, à la condition qu'il y ait une réduction sur le prix. » Et 11% nous dit « Je préfère acheter un produit avec une date de péremption proche, juste pour éviter que le magasin n'ait à le jeter. » Il y a 5%, donc c'est assez cohérent, bien sûr, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, qui nous dit « Moi, je ne regarde jamais la date de péremption des produits que j'achète. » Alors, sur toute cette partie-là, Majdid, je pense que vous aussi, vous avez vu une évolution du comportement des Français. Et ce rapport à la date de péremption, puisque vous êtes depuis 20 ans dans le métier, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment vous avez senti l'évolution de ces comportements consommateurs et de cette relation à la date limite de consommation? Un peu comme on le voit sur l'étude, en fait, hein, où les gens étaient beaucoup plus réfractaires il y a quelques années de ça à prendre une DLC proche ou dépassée. Ça, c'était même carrément scandaleux pour eux d'avoir une date qui arrivait près de la date. Ce que valide aussi l'étude, c'est le fait que les gens, effectivement, participent, pour certains, à aller chercher la date la plus loin, malgré qu'ils vont le manger le jour même. Donc ça, certains en ont pris conscience, mais ça reste encore problématique pour le gaspillage. Et on se rend compte qu'effectivement, ils ont une connaissance beaucoup plus approfondie qu'à une certaine période sur des LSC, des DM, etc. etc. Donc, ils sont moins, on va dire, un peu moins réfractaires et surtout plus cool sur le fait qu'il y ait 2 jours, 3 jours, ils comprennent que nous, le but aussi, c'est de ne pas jeter et on fait tout pour que ce soit vendu, optimiser la vente, qu'on mette le moins possible à la poubelle. Donc ça, ils en sont confiance et ils font aussi des efforts de leur côté. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Il y a eu en effet beaucoup de progrès faits dans ce sens-là. Paul-Adrien, toi qui as bien suivi ces évolutions, est-ce que tu penses qu'il y a eu un rôle important des pouvoirs publics, des réglementations, de la pédagogie, c'est des associations de consommateurs? Enfin, qu'est-ce qui a fait que le comportement a évolué? Je pense que c'est un mix. Je pense que c'est un mix de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sujets de sensibilisation qui a été initié par le gouvernement, qui a ouvert la voie à ce que les distributeurs s'en occupent eux-mêmes. Ils ont un rôle privilégié puisqu'ils sont dans le lieu d'achat préféré des consommateurs français, c'est-à-dire que quand le consommateur va réaliser un achat, c'est le meilleur endroit pour le sensibiliser sur l'achat qu'il est en train de réaliser. Et pourtant, pardonne-moi, je te coupe, mais je crois que tu as des chiffres là-dessus. C'est pas la grande distribution qui gaspille le plus dans toute la chaîne. Non, c'est les consommateurs. Hein. C'est les consommateurs qui gaspillent le plus. 1/3 de la production annuelle mondiale est gaspillée par les consommateurs. Et c'est pour ça que la sensibilisation et la communication à la fois du gouvernement, à la fois des distributeurs sur le lieu de vente, à la fois des marques sur les emballages, ont favorisé la prise de conscience générale des consommateurs. Alors, on voit que certains n'ont pas encore toutes les bonnes habitudes. Parfois, quand je vais faire mes courses et que je vois des consommateurs qui touchent tous les fruits et les légumes avant de choisir le plus beau, ça ne va pas dans la bonne direction. Quand on voit qu'on a encore des gens qui réalisent des achats en date longue en sachant qu'on va le consommer le même jour, Majdid, vous avez un magasin qui est en centre urbain, dans un secteur un peu tertiaire. Je pense que ça doit arriver aussi régulièrement des gens qui font les achats du jour dans le point de vente. On le voit beaucoup sur le snacking, les sandwichs, ce genre de choses. Effectivement, c'est pour manger le midi, mais on en voit qui touchent tout, qui vont le chercher derrière. C'est clair. Et ça reste problématique, effectivement. Donc, je pense qu'il y a une majorité de la population qui a compris qu'ils avaient un rôle à jouer, que la totalité des acteurs de la chaîne les ont aidés à prendre conscience et à faire ces choix
de consommation. Il y a encore du chemin, tant mieux, parce que nous, on se lève tous les matins dans la même objectif, c'est de réduire un peu plus le gaspillage alimentaire. Donc, on voit qu'il y a encore du boulot, mais c'est quand même sur la bonne voie. D'accord. Alors, justement, sur les acteurs, c'est la dernière partie de cette étude. On a demandé aux Français qui devait agir et quel type d'action. Et alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, 92% des Français nous disent les grandes enseignes devraient proposer davantage de réductions sur les produits dont la date de péremption est proche. C'est massif, et on va en reparler, puisque c'est ce que Majid a mis en place, comme quelques centaines de magasins en France aujourd'hui, notamment sur les plateformes de smartphones. 85% aimeraient privilégier un magasin qui a mis en place une politique gaspillage par rapport à un magasin sans politique affichée. Donc en plus, il y a un encouragement à la communication, parce qu'il y a certainement beaucoup de magasins qui font des choses intéressantes et qui ne le disent pas. Et les Français ont envie de le savoir pour que ça rentre dans leur choix. Bien entendu, à produit et prix équivalents, mais ça peut aujourd'hui faire partie du choix. 85%, c'est quand même un chiffre fort. 83% des Français nous disent que la réglementation n'est pas assez stricte concernant le gaspillage de produits alimentaires dans les magasins. Personnellement, je pense qu'il y a peut-être une méconnaissance de ces réglementations qui sont très B2B, mais c'est quand même important de savoir qu'ils pensent ça. Pour 80%, les grandes enseignes ne font pas assez d'efforts pour réduire le gaspillage alimentaire. Pour 79%, les technologies numériques peuvent contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Un item très intéressant, parce que les Français réfléchissent aussi à l'ensemble de la chaîne, et ils sont 58% à nous dire que donner des produits invendus à des associations caritatives, c'est bien, mais en fait, ça ne fait que reporter le problème, parce que le dépassement de la date de péremption les contraindra en bout de chaîne à jeter, malgré tout. Ce qui est vrai, on en parlait tout à l'heure, peut-être Paul Adrien, et toi, tu connais bien le sujet, mais si on donnait tous les invendus aux associations sans avoir d'autres méthodes de revalorisation, il y aura un problème d'équilibre, et en bout de chaîne, c'est elles qui jettent. Mais ça ne se dit pas, ce n'est pas politiquement correct de le highlighter. 45% nous disent que le gaspillage alimentaire est une fatalité, et qui est impossible d'éliminer complètement. C'est dur quand même. Et plus d'un tiers des Français, quand même, nous disent qu'ils seraient prêts à payer un peu plus cher leurs produits afin de financer la lutte contre le gaspillage du magasin. Et alors, en termes d'actions concrètes, un Français sur deux fait au moins dans son quotidien 5 actions anti-gaspillage. La première qui ressort, c'est trier ses produits dans le frigo en respectant les dates. Congeler les produits frais dès qu'on les achète. Cuisiner en petite quantité. Ces 3 items sont entre 86 et 89%, donc c'est très fort. 3/4 des Français nous disent prévoir les listes de repas de la semaine avant d'aller faire les courses. Pouvoir acheter les produits proches de la date de péremption, acheter des produits à l'unité plutôt qu'en grand format. Acheter moins, mais plus souvent. Oui, je ne vous avais pas donné l'échelle, mais en vert foncé, on a ceux qui le font déjà, et en vert clair, ceux qui pourraient facilement le faire. Donc on a quand même un flux total qui est très très fort. Enfin, acheter dans des magasins qui proposent moins de références. Et puis, privilégier l'achat de produits en vrac. Bon, 24% qui le font déjà et 39% qui pourraient facilement le faire, mais on sait que c'est un item qui monte. Et en dernière question, on a demandé aux Français quels sont les acteurs, selon eux, qui doivent agir pour réduire le gaspillage. Et là, c'est très intéressant parce que, autant quand on leur demandait comment est-ce qu'ils gaspillaient par rapport au reste de la France, ils disaient « moi, je gaspille beaucoup moins que le reste des Français », autant là, ils s'incluent complètement. Et ils disent que c'est les enseignes de la distribution qui doivent agir en priorité pour 69% d'entre eux, mais quasiment au même niveau, ils mettent les consommateurs eux-mêmes, 64%. Donc au global, on a un sous-total des professionnels avec les enseignes de la distribution, l'industrie agroalimentaire, les entreprises pour 22, puis aussi les agriculteurs, les éleveurs, les transporteurs, mais aussi les consommateurs à 64 et les associations de consommateurs à 17. Et les pouvoirs publics arrivent très bas, avec un sous-total à 30. En gros, bon, on va demander à l'État de faire un peu plus de réglementation, aux collectivités locales de jeter un œil, mais globalement, ce n'est pas eux qu'on attend sur le sujet, on attend les professionnels et les citoyens. Paul Adrien, ça a dû t'interpeller. Oui, complètement. Comme tu le dis, Mike, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les Français ont conscience qu'ils doivent agir pour réduire le gaspillage. 64%, c'est un très très beau chiffre. Il est au même niveau que la grande distribution, alors qu'en réalité, un Français gaspille 2 fois plus que la grande distribution. La grande distribution, c'est seulement 14% du gaspillage alimentaire au niveau mondial, et donc au niveau français également, alors que les consommateurs sont liés à 33% du gaspillage. Donc on voit que c'est à peu près au même niveau, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas, mais c'est aussi un peu
comme les déboires de la première partie où on voit qu'un Français pense gaspiller 3 fois moins que son voisin, alors qu'il y a bien un moment où la moyenne elle est au milieu. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une prise de conscience, que tout le monde doit agir déjà, à la fois les citoyens, à la fois les professionnels. Ils n'ont pas tout à fait conscience de la réalité du gaspillage alimentaire et de où vient le gaspillage alimentaire. Et on voit quand même la notion des pouvoirs publics qui est assez intéressante, puisqu'on en parlait aussi beaucoup, la communication, la sensibilisation va dans la bonne direction. Moi, je le verrais comme un signe il faut continuer à investir dans la sensibilisation massive de tous les consommateurs. Voilà. Très bien. Alors, Majdi, je voudrais qu'on vous entende sur les 2 premiers items qui sont ressortis très fortement. À 92% des Français aimeraient que les enseignes proposent davantage de réductions tarifaires sur les produits à date courte, et c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain nombre d'années avec les rayons spécifiques zéro gâchis. Et le deuxième chiffre, c'est que 85% des Français préfèrent privilégier un magasin qui a une réelle politique de lutte contre le gaspillage alimentaire par rapport à un magasin qui n'a pas de politique affichée. Vous qui avez mis en place ce type d'action depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous l'avez ressenti, ça, ou est-ce que c'est venu de manière plus diffuse, progressivement? Non, ça s'est vu qu'on a été quand même dans les premiers à travailler avec Zéro Gâchis à l'époque, Smartplan maintenant. On a senti tout de suite vraiment un comportement des clients ils étaient vraiment très, très contents de la solution. Après, ils étaient forcément toujours demandeurs de plus de réduction. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans l'étude, mais ça, on sait qu'on en veut toujours un peu plus. Nous, ça nous a permis de réduire nos déchets dans nos poubelles et aussi pas se cacher sur le point de vue économique où on a aussi économisé de l'argent, faut le dire. Et surtout, voir les clients qui se sont du coup appropriés l'enseigne, je ne vais pas dire l'enseigne, mais au moins le magasin de quartier auquel je travaille. Et ils étaient très, très contents d'en discuter entre eux et de dire dans mon magasin, on fait quelque chose, quoi. Nous, on a eu des très bons retours. Et ça a fidélisé une partie de la clientèle sur ce genre de sujet. On avait une zone spécifique pour ces produits. Et est-ce qu'il y a des clients que vous reconnaissez qui sont des habitués des rayons produits à date courte, donc les rayons zéro gâchis en l'occurrence? Oui, complètement. Ouais. Ouais, ça y a une clientèle, moi spécifiquement dans mon magasin un peu urbain, on a quand même pas mal de jeunes. Ouais. Et, pas que, et des anciens aussi d'ailleurs, mais qui commencent par la zone zéro gâchis en ayant l'impression d'ailleurs de faire un bon geste, qu'ils le font d'ailleurs, et en plus forcément la réduction économique qui les intéresse. Donc nous on a vu vraiment l'évolution satisfaction client et satisfaction économique de mon point de vue. Alors c'est une jolie transition quand vous me dites que vous avez des jeunes qui sont attirés par là, parce que Paul Adrien, vous faisiez référence tout à l'heure, tu es jeune et tu l'étais encore plus il y a une dizaine d'années quand l'idée était venue. Un petit mot là-dessus, en fait, ton idée de départ, c'était de référencer les magasins qui, c'était très très rare, les novateurs à l'époque, proposaient des réductions sur les produits à date courte pour en faire bénéficier une communauté de jeunes comme toi ou d'autres personnes pour dire, voilà, il y a des bons plans. Donc c'était un site zéro gâchis qui était là pour dire, voici les magasins dans ma zone qui proposent des produits. Et puis ensuite, tu t'es intéressé au fonctionnement avec tes 2 associés, et puis vous avez vu que les magasins n'étaient pas accompagnés pour mettre en place ce genre de démarche, et que parallèlement à ça, vous aviez une culture technologique, ingénieur, je vais faire l'histoire assez courte, et vous avez dit, on a moyen de créer des outils qui vont aider les distributeurs déjà dans leur process à ne plus avoir de produits périmés en rayon parce qu'ils ne les ont pas vus, même si ce n'était pas volontaire. Et puis, vous vous êtes dit, on a moyen de leur faire gagner de l'argent avec une meilleure revalorisation. Et c'est comme ça que progressivement, vous avez construit ce qui est devenu aujourd'hui la première plateforme de Food Waste Management System, c'est-à-dire une plateforme technologique qui va proposer une palette d'outils, donc tu vas nous dire quelques mots, dans le but de résoudre la lutte contre le gaspillage alimentaire au magasin et des préoccupations économiques. Et on va voir des chiffres forts sur le magasin de Majdi. Alors, qu'est-ce que ce Food Waste Management System Planning? Finalement, c'est la solution qui va rythmer toute la fin de vie d'un produit pour essayer de le sauver. Donc, on commence par le contrôle date. C'est le fait de retirer des rayons les produits qui sont proches de leur date limite de consommation. Donc, selon les produits, ça peut être le jour J ou 1 ou 2 jours avant.
C'est fait à l'œil nu aujourd'hui, sans outil, parce que la date limite de consommation n'est pas encodée dans le code barre. C'est donc sujet aux erreurs. Et il faut voir ce que c'est que la grande distribution le matin, c'est la fourmilière. Il y a 150 000 choses à faire avant que les portes n'ouvrent. Donc, c'est fait un peu sous pression. Une fois qu'on a trouvé les produits qu'on doit sauver, il faut ensuite les traiter. Donc, ça, c'est une phase qui n'est déjà pas visible par les consommateurs. C'est une fourmilière, c'est beaucoup d'activités, mais qui ne sera jamais vue par les consommateurs, donc pas malheureusement mis en avant. Et c'est souvent perçu comme une contrainte par les équipes. Et ensuite, on voit les résultats. Alors, généralement, la casse, c'est les produits qui ne sont pas vendus à 100% du prix. On va d'ailleurs dissocier la casse brute de la casse nette. Casse brute, c'est ce qui est avant revalorisation. Casse nette, c'est ce qui est après revalorisation, donc ce qui part réellement à la poubelle. Tout ça, c'est généralement sous-estimé par manque d'outils et de suivi. Et vu qu'il n'y a pas de résultats très clairs, les objectifs sont forcément absents. Et sans objectif, on n'avance pas vraiment dans la bonne direction. On ne sait pas vers où avancer. Donc un magasin, en moyenne, récupère entre 15 et 30% de la valeur de sa casse lorsqu'il n'utilise pas de solution, que ce soit les nôtres ou celles des enseignes en interne ou de nos concurrents. Et une fois qu'on utilise des solutions, ça devient un peu plus intéressant. Sur le contrôle date, on va gagner énormément de temps. C'est, Mike, pour paraphraser, on s'est rendu compte quand on a lancé l'entreprise que finalement les besoins, ils étaient au niveau de la grande distribution. Ils avaient besoin d'outils pour être plus productifs. Si pour aller dans la direction de la lutte contre le gaspillage alimentaire, je dois payer plus cher ou je dois prendre plus de temps ou je dois utiliser un process qui n'est pas sécurisé, je ne vais pas le faire. Donc nous, on a pris ces différents objectifs-là et on se les a mis pour nous en disant qu'est-ce qu'on développe pour les grandes surfaces qui leur permettra de gagner du temps, de sécuriser un processus et donc de gagner de l'argent. Ce qui fait que le contrôle date est 4 fois plus rapide et on garantit le 0 périmé en rayon. Le traitement de la casse est beaucoup plus rapide et encadré. C'est valorisé, c'est valorisant pour les équipes, pour les consommateurs, pour le distributeur. Et les résultats sont très très clairs, sont suivis. On a des dashboards qui sont à suivre en rayon par rayon, comparaison des magasins, avec des recommandations sur comment aller encore un peu plus loin et beaucoup de communication, à la fois en interne pour fidéliser les équipes, mais aussi en externe auprès des consommateurs. Et avec un food waste management en place, on arrive à sauver au moins 50% de valeur de casse. Les leviers d'optimisation pour chaque étape. Donc, on rappelle à gauche, on est sur la détection, le contrôle date. Là, il faut trouver quels sont les produits qui arrivent en rayon. C'est la première étape qu'on doit faire le matin lorsqu'on est responsable de rayon ou LS, on a les pieds sur le carrelage. Ensuite, on va se poser la question de qu'est-ce que je fais de ce produit pour le sauver et pour récupérer le plus de valeur possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs filières de revalorisation qui existent. Il y en a 3 principales, ici on en a illustré 2, puisque nous, personnellement, on agit sur 2 d'entre elles, en tout cas à court terme. La première, c'est de remiser les produits. Vous voyez tout à l'heure, les Français sont prêts à consommer des produits en fin de vie à partir du moment où les grandes surfaces appliquent une remise. Eh bien, la remise est une des solutions pour sauver un produit en fin de vie. Deuxième solution, c'est le don alimentaire. Le don alimentaire, on est une association caritative qui donne droit à un crédit d'impôt de 60% sur le prix d'achat du produit. Encore faut-il savoir quels sont les produits qui sont défiscalisables et donnables. Par exemple, les pâtisseries à base de crème pâtissière ne sont pas donnables. Il faut avoir une association qui vient et il ne faut pas tout lui donner parce que sinon, elle, de son côté, ne va pas pouvoir redistribuer. Et on l'a vu en discutant avec les banques alimentaires notamment, que parfois, les associations qui récupèrent des produits en direct avec des magasins, puis ensuite en plus avec des banques alimentaires qui ont aussi fait ce travail de récupération, vont jusqu'à jeter 60% de tout ce qu'ils ont reçu. Alors, c'est un gros chiffre, mais ça arrive peu souvent, je le dis quand même. Les bénéficiaires, évidemment, sont dans le besoin, donc on essaie de donner au maximum, mais il y a quand même aussi du gaspillage là-dessus. Ça, c'est la deuxième filière, c'est le don alimentaire. Et la troisième filière, ce sont les paniers surprises que vous pouvez commander sur des applications. Vous vous rendez en magasin, vous ne savez pas encore ce que vous avez acheté comme produit, vous savez juste que vous l'avez payé à moins 70%. L'idée, donc, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que je fais de mes produits pour les sauver. Et dans chacune des filières, est-ce que j'ai le droit de le donner? Quel est le pourcentage de remise à appliquer? Combien de paniers je vais réaliser aujourd'hui au regard de ma fréquentation de magasin? Et donc, pour répondre à tout ça, nous avons travaillé sur la première plateforme qui s'appelle le Food Waste Management System, qui répond à toutes ces questions-là, avec une solution en 4 étapes. Smart Detection, qui est une application qui permet directement d'aller localiser dans l'allée numéro 12, gondole numéro 3, le yaourt nature 4 x 125 grammes qu'il faut aller retirer du rayon. Et il y a seulement 3,5% des articles du magasin qui remontent en alerte. On a la partie décision, c'est une intelligence artificielle qui va prendre en compte beaucoup de données historiques du magasin et le comparer avec d'autres points de vente pour lui dire comment faire
pour sauver au maximum ces produits. La partie discount, qui est une imprimante qui permet de mettre des étiquettes imprimées avec des nouveaux codes barres qui ventilent le chiffre d'affaires au bon endroit et surtout qui, lorsqu'un consommateur passe en caisse, lui garantit qu'il va payer le bon prix. Et la partie donation, pour sécuriser le don, on n'a pas une intelligence artificielle qui interdit les produits non donables. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour les magasins qui souhaiteraient se mettre au don alimentaire, nous avons sur notre site internet un kit de dons gratuit pour former vos équipes avec des modules de formation, des affiches explicatives, des exemples d'attestations quotidiennes de dons, de conventions, de reçus CERFA. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire gratuitement. Et du coup, tout est sur le site. En parallèle de ça, on met la partie audit, mise en place, formation, suivi, amélioration continue et beaucoup de reporting. C'est ce qui donne du sens. Je voulais peut-être juste rebondir parce qu'il y a un chiffre qui m'a particulièrement choqué. Et j'espérais que tu me poses la question, Mike, mais c'est pas grave, je vais le sortir maintenant. C'est le fait qu'un Français sur deux a déjà acheté un produit périmé en rayon. C'est illégal d'avoir un produit qui est périmé en rayon. Le consommateur qui le trouve, on peut gueuler un peu en caisse centrale et ne jamais remettre les pieds dans le magasin. C'est un client de perdu. Si c'est la DGCCRF qui arrive, c'est une amende immédiatement. Donc c'est interdit. Là-dessus, la solution Smart Detection, elle permet de garantir le zéro périmé. On a des alertes qui tombent tout le temps et on va vérifier les bons produits. On gagne beaucoup de temps et on est sûr qu'il n'y a jamais de produits périmés en rayon. Et du coup, c'est quelque chose que que vous avez dans le magasin Majid. Smart Detection, est-ce que peut-être un avant-après de comment est-ce que ça s'est passé, la mise en place Parce que ce que je voulais dire juste avant, Adrien, mais j'allais faire la transition là-dessus, c'est que c'est facile de taper sur la grande distribution, mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, on connaît bien les magasins, nous, et Majid encore mieux que nous. C'est extrêmement difficile de demander à des employés de libre-service d'avoir une vigilance totale, parfaite sur l'ensemble de leurs produits en rayon et de l'ensemble de leurs références. Et tous les jours. Il faut aller tous les matins vérifier les dates limites de consommation. C'est humain. Même en connaissant son rayon par cœur, même en vivant et en dormant dans son rayon, c'est humain qu'il y a des erreurs. On ne peut pas leur taper dessus. Donc c'est vrai que maintenant que des outils comme celui-là que vous avez monté existent, c'est très bien. C'est très bien parce que ça leur permet de gagner du temps, mais c'est très bien aussi parce que ça les sécurise. On ne peut pas mettre une telle responsabilité sur des employés qui sont en plus de plus en plus polyvalents, qui ont un rythme de dingue. Donc en effet, est-ce que c'est la première solution que vous avez mis en place dans votre magasin et comment ça a été vécu par les opérateurs? Je peux vous en parler parce qu'étant donné que j'ai commencé moi il y a très longtemps en tant que LS et je faisais les contrôles date moi-même, je me le disais déjà à l'époque, quand est-ce qu'on enlèvera cette tâche? Bon, je pensais pas qu'il y aurait l'outil qui arriverait, mais je le rêvais en tout cas. Parce que non seulement c'est une responsabilité, mais c'est aussi très contraignant et c'est un peu aliénant. Hein. C'est tous les jours regarder tous les produits un par un. Bon, c'est pas une tâche qui est très intellectuelle. Et surtout, à la fin, on peut manquer de vigilance parce que c'est comme un inventaire, c'est comme toutes ces tâches un peu rébarbatives. Forcément, sur la fin du parcours, la vigilance n'est pas là. On peut être interrompu par X ou Y raison. Et donc, du coup, quand M. Ménez m'a présenté la solution, je l'ai presque accueilli comme une mission en disant je veux bien essayer, en tout cas, avec mes doutes, hein, forcément, parce qu'on dit comment ça va se passer concrètement. Et concrètement, ça se passe plutôt très bien parce que mes équipes ne feraient pas marche arrière maintenant. Ils gagnent un quart du temps, ils passent un quart du temps, voire moins sur certaines journées parce que du coup, on va vérifier que les produits à alerte. Donc forcément, on va vérifier 100% du rayon, on vérifie 4, 5, 6% selon les dates, selon les périodes. Et gain de temps, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus intéressant pour eux parce que pendant qu'ils faisaient les dates, ils n'avaient rien d'autre. Donc on peut concentrer notre temps sur contrôle de rupture, des réimplantations, du nettoyage. Enfin, on peut vraiment faire notre métier qui est plus intéressant. Et on voit l'efficacité parce qu'effectivement, les périmés, on en a quasiment plus. On ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas parce qu'il suffit qu'il y ait un client qui en a qui a jeté un produit de l'autre côté, le zéro, c'est un peu plus compliqué, mais on est très très proche du zéro par rapport à l'époque où le collaborateur pouvait oublier, pouvait se tromper. Et en plus, la dernière autre chose qui est intéressante, c'est que c'est un peu plus interchangeable, c'est-à-dire avec la solution, une personne qui ne connaît pas le rayon peut quand même traiter les dates mais de manière rapide. Parce que quand on ne connaît pas le rayon, on va chercher où est mis la date, il est mis devant, derrière, en dessous, parce que forcément, c'est jamais au même endroit, ce qui complique la chose à l'œil. Et avec l'appareil, n'importe qui peut vérifier assez facilement les dates. Donc, c'est vraiment un gros gain pour moi au quotidien, pour les équipes. C'est un gros gain. Au début, moi, quand Paul Adrien m'avait présenté la solution, je dis OK, c'est bien, mais enfin, c'est encore un investissement supplémentaire
pour les distributeurs. Je connais bien les distributeurs qui travaillent avec eux dans la technologie depuis très longtemps. Qu'est-ce qui justifierait qu'ils investissent encore? Est-ce que c'est une réglementation? C'est comme une taxe, le truc? Il me dit non, il y a des gains. Et alors là, vous avez modélisé, on va le regarder tout de suite et vous allez nous commenter, les gains apportés par cette solution au niveau de l'Intermarché Express. Juste avant de vous passer la parole, parce qu'on a des questions en même temps, mais il y en a une, c'est peut-être bien de la poser en même temps. Laura qui nous demande, est-ce que vous pourriez repréciser ce qu'est la valeur de casse? Donc là, Adrien, quand tu vas parler de casse, voilà. Est-ce que tu peux redire Bien sûr. On entend par la valeur de casse? Alors, on le voit juste là, le taux de casse brute et de casse nette. Donc, la casse, c'est les produits qui sont valorisés en prix d'achat hors taxe, qui n'ont pas été vendus, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe du magasin. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de casse. Et donc, la casse, quand on la regarde brute, c'est l'ensemble des produits qui n'ont pas été vendus au prix normal et qui doivent passer dans une filière de revalorisation, que ce soit de l'étiquetage ou du don ou des paniers, par exemple. Et une fois que ces filières-là sont passées, donc si j'ai revendu des produits, je vais réimpacter le chiffre d'affaires dans ma casse nette, dans ma casse brute. Si j'ai donné, je vais réimpacter le crédit d'impôt que j'ai réussi à avoir dans la casse brute. Et si j'ai réussi à vendre un panier, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, je le réimpacte aussi dans ma casse brute. Ce qui fait donc qu'en fin de parcours de sauvetage des produits, on va avoir le taux de casse net qui est ce qui termine à la poubelle. Et c'est pour ça qu'on voit une grosse différence. Le taux de casse brute, ça sert à quoi? Ça sert à manager un responsable de rayon pour qu'il arrive à atteindre l'objectif que la centrale lui fixe ou le directeur du magasin. La casse nette, ça permet de manager le Food Waste Management System. Est-ce que je suis bon sur ma politique de revalorisation? Est-ce qu'au contraire, j'ai encore des choses à faire? On le voyait tout à l'heure, un magasin qui est seul et sans outils arrive à sauver entre 15 et 30% de sa casse, c'est-à-dire que son taux de casse net sera 15 à 30% inférieur à son taux de casse brut. Nous, on arrive à faire entre du 75 et 85% dans le magasin de Majid, ce qui est quelque chose de plutôt intéressant. Peut-être juste pour avoir une vue là-dessus, sur le taux de casse brut, si je me souviens bien, il est à 3 en termes d'objectifs. Ouais, c'est ce qu'on donne. Après, ça dépend des enseignes et des formats, mais c'est en général, les gens tend à aller à 3. Enfin, au-dessous de 3, bien sûr. D'accord. Ouais, c'est ça. OK. Donc, on est plutôt bon. En parallèle… Juste, je rebondis, c'est 3%, c'est sur le frais. Hein. Oui, bien sûr, sur le frais, ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de casse, c'est un objectif. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'être au-dessous. Si on est trop au-dessous, ça veut dire qu'on peut avoir de la rupture. Les rayons ne sont pas pleins à craquer et on l'a vu dans l'étude, les consommateurs attendent quand même des magasins sur lesquels ils vont pouvoir faire leurs courses à tout temps. Donc, il faut arriver à jongler pour ne pas être trop en dessous, évidemment pas au-dessus, mais pas trop en dessous. Donc là, on est sur du 2,9 par rapport à 3, ça veut dire que les rayons sont bien gérés, bien tenus, les commandes sont les meilleures possibles. Et ensuite, on va essayer de sauver le maximum de produits. Et là, on en sauve en moyenne 80%. Plus de 100 000 produits sauvés depuis notre collaboration qui a démarré il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Ouais, c'est comme ça, ouais. Alors pour la petite histoire, le magasin de Majid, on travaillait déjà avec un autre magasin auparavant, depuis 2015. Mais Majid a passé adhérent d'un autre point de vente qu'on a accompagné dès le lancement et la création du point de vente. C'est une collaboration de long terme. On en parlait tout à l'heure, les gains économiques sont au rendez-vous également, puisque au regard de tout ce qu'on a fait gagner au magasin et de la somme de nos factures, finalement, on investit 1 euro chez nous et on récupère 18,5 euros côté magasin en termes de gains économiques. Et pour les questions, c'est vraiment par rapport à ce que le magasin faisait déjà seul sans nous. C'est pas en prenant en compte tout ce que le magasin faisait déjà. Sinon, on était sur du 24 ou 25 euros de gains. Donc, encore une fois, là, c'est cette notion de… nous, on œuvre pour une réduction de gaspillage durable. On estime que ce ne sera durable que si tout le monde est gagnant. Le distributeur doit être gagnant économiquement, managérialement parlant, en termes de motivation des équipes. Les consommateurs doivent être contents d'acheter des produits avec des pourcentages de remise qui sont adéquats en fonction du type de produit. Les assos doivent récupérer les bons produits au bon moment. Nous aussi, on facture forcément et la planète derrière est contente. Donc, tout le monde doit être content. Et l'impact économique dans un monde d'entreprise est forcément hyper important aussi. C'est passionnant. Donc, ça veut dire que même sans penser à une préoccupation sociétale, environnementale, tout ce qu'on veut, la mise en place de sites de solutions fait clairement gagner de l'argent. Tu me disais la dernière fois, Paul Adrien, qu'en gros, un magasin jette l'équivalent de son résultat net chaque année.
Ouais, c'est ça, autant qu'ils gagnent. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même colossal et donc il y a moyen de revaloriser ça. Alors justement, on a des questions ou des remarques, je vais répondre, je vais vous les poser rapidement. Bon, il y en a une, je vais me permettre de répondre parce que je ne suis absolument pas d'accord. Loïc, pour réduire l'erreur humaine sur les contrôles date des produits, on peut aussi imaginer mieux payer ses salariés ou réduire l'assortiment pour améliorer la gestion des flux. Alors, je suis désolé, connaissant bien les salariés, je pense que même vous ou moi, si on nous donne 200 000 euros, eh ben, ce n'est pas pour ça qu'avec un contrôle date à l'œil tous les matins, on ne va pas faire d'erreur. Donc, je ne crois pas que ce soit une question de salaire. Après, tant mieux s'il y a des outils comme ça, mais je ne crois pas que ce soit une question de salaire. Et de dire. Sur la récurrence, ouais. Sur la récurrence de la tâche, bien sûr. L'argent ne fera pas tout. Hein. Bah, bien sûr. Et puis la pression qu'ont les collaborateurs le matin. Ce n'est pas leur seule tâche. Hein. Loïc, je ne sais pas si vous êtes souvent en magasin, mais quand on est dans un magasin entre 6h et 8h30, ça court partout. C'est une fourmilière, comme disait Paul Adrien. Moi, je trouve ce métier passionnant parce que c'est un peu comme une pièce de théâtre. Et puis à 8h30, lors de l'ouverture des portes, paf, tout est nickel. Mais il y a du boulot, il y a du stress, il y a de la compétence, il y a de l'expertise, il y a de la connaissance. Et c'est pas en les payant plus ou moins que ça va changer quelque chose. Et sur le deuxième aspect, réduire l'assortiment pour améliorer la gestion des flux. Ouais, on pourrait réduire l'assortiment. Enfin, je pense que le premier magasin qui réduit l'assortiment, l'effet dès le lendemain, c'est que les consommateurs vont aller dans le magasin d'en face, hein, dans le système concurrentiel. Et, voilà. En revanche, je pense que Paul Adrien, tu pourrais peut-être répondre à cette autre question de Loïc. La GMS gaspille pour 14% de la chaîne alimentaire. Vu les cahiers des charges des achats, peu étonnant, où sont comptés les invendus de la GMS? Est-ce qu'ils sont donnés ou pas à l'aide alimentaire? Alors pour cette deuxième question, les invendus sont comptés en brut, donc en amont, mais en net après. Ce qui veut dire que quand on parle de 14% de gaspillage, c'est 14% de gaspillage à la poubelle, après avoir essayé de sauver le maximum de produits. D'accord. Et ensuite, vu le cahier des charges des achats, en fait, moi, je me pose la question de est-ce qu'en tant que consommateur, on a conscience que finalement notre carte bancaire, c'est ça qui peut faire changer les cahiers des charges. Si demain, les consommateurs se mettent à acheter des concombres tordus, la grande distribution se mettra à vendre des concombres tordus et ne les refusera pas dans le cahier des charges. Et pour avoir fait les concombres et les tomates pendant quelques saisons en tant qu'étudiant, le cahier des charges, il est répercuté au niveau de la production. Parce que le consommateur veut un produit qui soit toujours hyper beau, qui brille nickel, toujours le même calibre, toujours la même taille. Le problème, il vient de là, en fait. Il vient du fait que nous, on a des cahiers des charges nous-mêmes en tant que consommateurs qui sont tellement précis dans le calibre et dans l'aspect esthétique de notre produit que finalement, il est répercuté d'un bout à l'autre de la chaîne. Aucun magasin ne fonctionnera s'il se met à vendre des choses que personne n'achète. Tout à fait. Alors, je vous encourage toutes et tous là, à poser vos questions dans l'onglet à cet effet. Il y en a une dernière pour l'instant sur les canaux e-commerce et Drive. Est-ce que les enseignes ont une stratégie spécifique pour gérer les dates produits dans la mesure où ce n'est pas le consommateur qui choisit son produit? Et c'est vrai que alors depuis le début de la crise sanitaire, il y a 1 an et demi, ces méthodes ont changé considérablement. Les comportements ont changé. On fait du drive, on fait du click and collect, on fait de la livraison à domicile. Et dans tous ces sujets, on a entendu du déceptif de consommateurs parce qu'en effet, là pour le coup, ils ne peuvent pas aller prendre, comme 80% disent que ça leur arrive, le produit à l'arrière des rayons. Donc moi, je voudrais même compléter un peu la question. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique? Et puis, est-ce que vous ressentez au niveau du consommateur des demandes particulières ou est-ce que ça va jouer sur les produits? Il y a des produits qui vont être vendus. La stratégie, elle est simplement commerciale. Hein. Ce qu'on veut quand on capte un client sur le drive, c'est qu'il soit content. Pour qu'il soit content, il faut que ça corresponde à ses attentes. Donc, les attentes, on l'a sur le choix du produit. Et sur la date, vu qu'on n'a pas encore d'application, mais ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, sur des drives, justement, avec un onglet, je veux la date la plus longue, peu m'importe, etc. Ça, on ne l'a pas. Mais nous, pour satisfaire le client, on prend la date la plus longue. Parce que le drive, un client mécontent en drive, c'est compliqué de le gérer sur un parking, parce qu'après, il faut retourner chercher un produit, etc. Un retour, alors qu'il a déjà payé en ligne. Enfin, c'est des clients qui ne sont pas faciles à traiter à partir du moment qu'ils sont mécontents. Donc, pour satisfaire la stratégie, après, ça va partir à chaque enseigne et à chaque magasin, même, je dirais. Mais nous, la stratégie qu'on a en l'occurrence, c'est une date raisonnable, c'est-à-dire pas forcément la plus longue, 6 mois, mais vraiment une date où le consommateur il va avoir minimum 1 semaine de consommation, selon les produits forcément. Sauf s'il a mis un commentaire, hein, ça peut arriver, peu importe la date, mais en général, c'est très rare d'avoir des commentaires sur les dates.
Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, Majid, c'est que pour avoir une vue globale, c'est que Majid a un drive qui est fait sur les stocks du magasin. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des drives dans un entrepôt spécialisé. C'est vraiment deux types de drives très différents. Et effectivement, dans le cas de Majid, c'est assez difficile d'appliquer une charte fraîcheur très claire. Donc du coup, on va toujours prendre les produits dans la date le plus longue en fond de rayon. Quand on est sur un entrepôt, ce sont nos propres salariés, entre guillemets, je me mets dans la place d'un directeur de drive, qui vont pouvoir appliquer des règles, par exemple first in, first out, où je vais toujours prendre le produit devant et m'assurer que les dates correspondent comme à une charte fraîcheur. Mais du coup, on peut au moins gérer cet aspect de le consommateur ne prend pas toujours le produit derrière, parce que là, c'est l'employé qui peut choisir celui qu'il veut et qui, tant qu'il correspond à la charte fraîcheur définie par les règles du drive, peut fonctionner. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion-là dans l'habitude de choix du produit qui est quand même plus intéressant. Après, ce qui est compliqué dans le drive, c'est que puisque justement on fait les courses à la place du consommateur, on va toujours s'engager avec une marge de sécurité en termes de nombre de jours de consommation, la charte fraîcheur. Une charte fraîcheur dans un magasin, par exemple sur les yaourts, c'est 3 jours. On ne va pas trouver des yaourts à moins de 3 jours, sauf dans une zone date courte, par exemple. Je vous dis ça, c'est des chiffres, c'est une moyenne, hein, c'est pas ceux du magasin de Majid ou du magasin d'à côté de chez vous. Quand on est sur un drive, les yaourts, ça va plutôt être du 9 jours. Donc on voit tout à fait que à partir du moment où un yaourt dépasse, donc il est à J-8 plutôt qu'à J-9, ben on peut plus le vendre dans le drive. Donc il faut trouver un circuit de revalorisation alternatif. Donc là, on va pouvoir le rebasculer dans un point de vente physique, comme dans un magasin physique, ou alors on le donner. Mais ça entraîne aussi des complications. On réduit le fait que les consommateurs aient besoin de faire leurs courses. Par contre, on augmente les marges de sécurité, ce qui fait qu'on augmente le gaspillage potentiel. Alors, messieurs, il nous reste quelques minutes. Je suis content, il y a plein d'autres questions, mais je vais vous les poser. Je vais vous demander des réponses courtes. Pardon, oui. Nicolas nous dit, d'après vos expériences respectives, quels sont les dispositifs qui ont fait leurs preuves, et demain, pourquoi pas un dispositif un peu plus coercitif imposé par le législateur, type un périscore où le prix serait automatiquement indexé sur la date. C'est un peu difficile, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué dans le sens où, déjà, alors, tous les magasins vont avoir des chartes fraîcheur différentes. Tous les enseignes ont leurs propres chartes fraîcheur, leurs propres engagements vis-à-vis de leurs consommateurs. Donc ça me paraît un petit peu difficile. Moi, la vision que j'ai à 5-10 ans, c'est que n'importe quel consommateur qui passe en caisse paiera le prix, avec le même panier que le consommateur derrière paiera un prix différent. Parce qu'il aura un programme de fidélité, parce qu'il aura acheté des produits avec une date différente, parce qu'il il œuvre beaucoup pour le gaspillage alimentaire. Mais on est vraiment dans 10 ans. Demain, ça m'étonnerait qu'on puisse indexer tout ça, notamment parce que la date limite de consommation n'est pas dans le code barre du produit. C'est très très difficile d'automatiser une remise automatique. Est-ce que ça, c'est une bataille qui pourrait être menée d'obtenir à terme que la date limite de consommation soit encodée directement? Alors, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Alors, on a des concurrents israéliens qui l'ont fait, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils mettent une puce RFID sur chacun des produits qui rentrent dans le magasin. Non, j'entends une modification peut-être réglementaire qui obligerait nos industriels et puis les organismes type GS1, etc., à modifier l'ensemble de la chaîne à terme, quelques années, pour que ce soit encodé d'entrée. Est-ce que ce serait possible vis-à-vis des industriels et est-ce que ce serait souhaitable? Alors, moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse ouvrir des groupes de travail là-dessus, notamment parce que je pense que ça peut apporter beaucoup de gains au niveau logistique, mais j'en suis pas sûr. Ce que dit GS1, qui est en gros la norme en termes de code barre, c'est que 90% des besoins au niveau logistique sont couverts par le AN13, qui est le code barre que tout le monde utilise à 13 chiffres, dans lequel il n'y a pas la place pour un code barre. Par contre, GS1 a aussi inventé un code barre qui s'appelle le Data Bar Expanded, qui permet d'inclure la date limite de consommation dans le code barre. Ça existe déjà en fait, ça existe depuis des années. C'est juste que c'est pas utilisé et j'aimerais bien comprendre pourquoi, parce qu'effectivement ça remplacerait beaucoup de choses, ça simplifierait beaucoup de choses, mais il y a une raison quelque part dont je n'ai pas malheureusement la connaissance. Bon, chantier à ouvrir. Peut-être pour Majid cette question. Question d'Alexandre, quelle stratégie de communication la grande distribution porte-t-elle directement auprès de ses clients dans les magasins? Je trouve celle-ci très limite, voire invisible. Comment rappeler les gestes simples, accessibles aux clients sans devenir moralisateur au moment d'achat? Alors, je pense personnellement que les stratégies sont différentes déjà en fonction de savoir si c'est un magasin qui a une politique réelle ou pas.
m'a dit, dans votre magasin, vous avez affiché vos engagements, Oui, tout à fait. etc. Comment ça se passe? Après, on est plus sur ce qu'on fait que ce que devraient faire les gens. Effectivement, on n'est pas là pour faire la morale, et là, on va pas plutôt les mettre à dos. Donc, on a plutôt une stratégie sur regarder ce qu'on fait, on est plutôt content de ce qu'on fait, plutôt que de ce que vous faites, c'est mal. Donc, la stratégie, elle est plutôt sur ce qui est possible de faire, avec des petits messages peut-être sous-entendus de temps en temps, mais effectivement, on ne fait pas la morale et on sait très bien que ça ne passerait pas, puis on n'est pas là pour ça, sachant que, comme on le voyait dans les images, souvent, on est plutôt la principale cible. Donc, si en plus on fait la morale, on va avoir des problèmes, je pense. Alors, Laura, dans la même veine, nous dit, est-ce que vous pouvez nous dire comment nous, en tant que consommateurs, on pourrait aider à changer le cahier des charges, notamment les normes de calibrage, d'esthétique des fruits et légumes? Un magasin peut-il recueillir l'avis de ses consommateurs pour changer les choses? Personnellement, moi, je travaille beaucoup sur le comportement consommateur. On a malheureusement très souvent quand même un gap entre ce que les consommateurs nous disent être prêts à faire et ce qu'ils font réellement quand ils arrivent au magasin. Le meilleur exemple, c'est tout ce qui touche au prix. Quand on dit à un consommateur, est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus cher pour un produit plus simple, plus ci, plus ça, machin, etc. Dans les études, c'est pas de la mauvaise foi, c'est que en théorie, oui. En pratique, avec les problèmes de pouvoir d'achat qu'ont les Français aujourd'hui et la majeure partie de la population, quand on est au magasin, il y a une différence. Sur les normes de calibrage et d'esthétique, personnellement, je trouve que la grande distribution, depuis quelques années, a fait beaucoup de choses. Les fruits et légumes moches, les cassés, j'ai vu là, c'était vachement sympa à Pâques. Je ne sais plus quel magasin c'était d'ailleurs, quelle enseigne, peu importe. Avait fait au lendemain des fêtes de Pâques, une grande table avec plein de lapins de Noël et de cassés. Et il dit, on est cassé, mais on a le même goût et on est encore bon, quoi. Et c'est pareil avec les produits à date courte. Il vous reste 3 jours et on est toujours bon à consommer. Je ne sais pas si la vie des consommateurs pourrait changer les choses, parce que quand même, et ils nous le disent dans cette étude, on le voit bien, même s'ils sont prêts en théorie à faire des choses, au quotidien, dès qu'ils peuvent aller prendre un produit à l'arrière des rayons pour avoir une date plus longue, parce qu'ils ne sont pas sûrs de le consommer alors qu'ils vont le consommer le jour même, etc., on n'a pas un comportement qui est très stable et qui est très fiable sur le sujet. Il est vraiment tard, je vous propose qu'on prenne une dernière question de Julia. Salut Julia. Et que j'avais gardé pour la fin parce qu'il y a un côté un peu prospectif. Il y en a encore une autre qui est tombée. La communication n'a-t-elle pas un rôle central pour éduquer? Back Market a bien réussi à rendre la seconde main sexy. Personnellement, moi, c'est mon métier. Back Market, c'est pas une question de communication, c'est une question d'offre. Back Market a réussi à structurer une offre et à la fiabiliser. Les ventes d'articles d'occasion ont toujours existé sur eBay, Le Bon Coin, etc. Seulement sur certains types de produits, comme les produits de Back Market, les téléphones, on avait des problèmes d'assurance que le produit fonctionnait, de garantie, etc. C'est ce que Back Market a fait, avec en plus une logistique, un service, etc., comme savent faire les pure players du web. C'est pas tant une question de communication. Aujourd'hui, la seconde main explose. Elle explosait entre particuliers, elle explosait avec les eBay, les machins, etc. Après, il y a eu les Vinted, etc. Et maintenant, on a dans les vêtements notamment, on a des enseignes de réseau physique qui proposent de la seconde main. Je ne suis pas sûr que ce soit une question d'image et de communication pour le coup. Je pense que c'est plutôt le fait de structurer une offre et de rassurer le consommateur. Et c'est tous ces acteurs-là qu'on cite à l'instant l'ont fait. Allez, dernière question. Donc, Julia, selon vous, dans 5 ans, on en sera où du gaspillage alimentaire? J'adore faire Madame Irma. Majid, Paul Adrien. Je peux prendre si vous voulez. Ouais, vas-y. Alors les objectifs sont assez clairs, c'est qu'on est censé réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici à 2025. Donc on n'y est pas tout à fait, mais ça répond quasiment à la fourchette des 5 ans. Honnêtement, on peut y arriver. On peut clairement y arriver. Si tout le monde se pose les bonnes questions et qu'on avance proprement, l'ensemble des magasins avec lesquels nous on travaille, c'est la preuve vivante que c'est largement possible et à grande échelle, puisqu'on ne travaille pas qu'en France, mais bien ailleurs. Donc oui, on peut clairement arriver à réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici à 2025, si tout le monde s'en donne les moyens. Voilà, pour moi. On a déjà vu beaucoup de progrès en 10 ans, donc il faut espérer que ça continue sur la même voie. Pas proportionnel. Merci beaucoup de ces échanges. Je vais rebasculer sur les slides pour que Nadège puisse vous dire quelques mots de conclusion.
Moi, j'étais très, très heureux de ces échanges. Si vous avez d'autres questions, vous avez nos coordonnées. Sachez aussi que la présentation, Nadège, je pense que tu vas en dire 2 mots, sera mise à disposition de tout le monde. Et puis, je crois le replay. Exactement. Merci beaucoup, Mike. Merci Mike, parce que en fait, je me repose un peu sur vous à chaque fois et c'est un vrai plaisir. Comme ça, je peux participer à 100% au webinaire. C'est toujours plaisant. Alors là, j'ai un peu les slides ne s'affichent pas a priori. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. J'ai prévu le backup pour pouvoir vous donner l'ensemble des informations que vous allez donc retrouver dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver toute notre programmation dans le chat. Donc, le lien a été mis à votre disposition. Vous avez également la possibilité de retrouver l'ensemble de nos replays sur ces 6 derniers mois. Donc, notre programmation pour le prochain semestre sera assez riche. Donc, on a prévu une web-série sur le paiement à compter d'octobre. Donc, pour le moment, rien n'est mis en visibilité. On est encore en train de travailler dessus en collaboration avec Mercatel notamment. Donc, vous allez pouvoir vous y inscrire très prochainement. Donc, on parlera paiement, économie circulaire, logistique, magasin, vendeur, co-construction également. Sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de mettre en visibilité vos études, mais également votre livre blanc. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me faire parvenir votre livre blanc via l'adresse mail que j'ai mis à votre disposition dans le chat. Si vous n'êtes pas adhérent, pas de panique, vous pouvez aussi me faire parvenir votre livre blanc, mais n'hésitez pas à consulter l'onglet adhérer à Cap Digital pour qu'on puisse mettre en visibilité votre livre blanc à l'ensemble de notre écosystème. Voilà, dans le chat, beaucoup de merci à tous, merci de votre expertise, merci de vos collaborations. Alors moi aussi, je vous remercie Magid, Mike, Paul, Adrien. C'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Sachez que donc Magid, Mike, Paul, Adrien sont à votre disposition comme Mike l'a précisé en fin de session. Mais également Mélanie qui est en charge de l'administratif et de la comptabilité au sein de Pick-up by Cap Digital. Bruno, qui est responsable des différents projets recherche et développement, Pierre, directeur du bureau de lead, et moi-même, chargée de communication. Voilà, 12h04, on est dans le bon timing, c'est parfait. Merci encore Magid, Mike, Paul, Adrien. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, je pense qu'on le mérite tous. Et je vous dis à très bientôt et donc en septembre pour une programmation assez riche. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.